Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 79e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode... C'est un des échecs avant les plus redoutables Arrête. de l'histoire de la Ligue. Les Flames, la Caroline, les Canucks. Michael Ferland, Mathieu. Oh my God. Michael Ferland. Hey, ça, c'est un nom. Des fois, tu vois des noms comme ça et t'as juste pas le choix. On peut juste mettre d'accord sur Andrei Markov? Non, Michael Ferland, c'est incroyable. Arrête. Oh, je déteste ce call. Bref, aujourd'hui, à ce 79e épisode de Dans les Gradins, on jase évidemment baseball parce que ce sera le 6e et possiblement ultime match des Jays dès ce soir pour aller chercher une première série mondiale depuis 93 quand même. Par la suite, on parle de hockey, évidemment, la saison qui est commencée, 11 matchs à peu près pour chacune des formations. Il y a déjà des simili fin de saison qui sont amorcés avec les trophées individuels notamment. Et moi et Philippe, on va vous faire un rendement pour le trophée Hart, le trophée Vézina, le trophée Norris, le trophée Calder, le trophée Selke et le Jack Adams, bien sûr, pour le meilleur entraîneur de l'année. Évidemment, en fin d'émission, c'est notre segment sporadique et nos 3 étoiles de la semaine. Mais pour débuter, Phil, jason baseball, gars. Évidemment, on va vous donner notre prédiction de ce qu'on pense qui va se passer ce soir à la toute fin. Mais premièrement, il faut jaser de ce qui s'est passé du match numéro 5. Trey Savage était Savage. Il n'y a pas personne dans cette histoire de l'univers qui a lancé devant Shohei Ohtani et a quitté le monticule avant même que Ohtani se replace sur ses pieds. C'est un homme en pleine possession de ses moyens et on lui doit ce match numéro 5 qui a été remporté par les Jays. Côté Dodgers, ça va comme que ça va, mais il y a un petit peu de manque de constance côté bâton. Puis je pense que ça paraît. Évidemment, ça a été des équipes qui ont il y a eu un énorme duel jusqu'à 18 manches dans le match numéro 3. Ça l'a paru dans les 2 derniers matchs, mais bizarrement en faveur des Jays. Et ça, je pense pas qu'on s'en attendait du tout. Non, on s'en entendait pas, je pense. C'est vrai. Mais là, tu parles de quoi précisément? Tu parles des lanceurs? Des deux, en fait. L'idée qu'on croyait que les Jays allaient probablement être plus mal en point que les Dodgers. Ouais. Puis bizarrement, ils ont remporté les 2 derniers matchs. Quand c'était pas le cas, c'est évidemment perdre un match qui s'est transporté sur 2 matchs, dans le fond, en 18 manches, avec une équipe des Jays qui est déjà amochée. George Springer qui est blessé, Bo Bichette qui joue à 75%. Qui sait qui d'autre dans cette équipe-là aussi ce genre de malheur-là. Bizarrement, ça l'a pas affecté absolument personne. Non, absolument, c'est vrai. Puis sur tous les plans, on aurait cru que les Jays arrivaient dans le match numéro 4 avec un désavantage. Je veux dire, c'était une équipe qui déjà venait de subir une des plus longues défaites de l'histoire du baseball majeur, la deuxième plus longue. Du baseball majeur en série, c'est-à-dire. Donc, déjà, ça, c'était un gros coup. Il fallait s'en remettre et rapidement parce qu'on avait à peine quelques heures pour le faire. Et oui, il y avait tellement de ressources qui avaient été employées dans ce match-là. Quelque part, je suis sûr qu'il y a des gens qui se disaient le match numéro 3 sera le match qui va un peu passer à l'histoire et qui va définir cette série-là. Puis finalement, on est moins sûr. On n'y pense plus au match numéro 3 aujourd'hui, qu'on soit dans le camp des Dodgers ou des Blue Jays. Le match numéro 3, c'est histoire du passé, je pense. Il y a plus grande signification nécessairement à ce match-là. Ça, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à dire personnellement, Mathieu. Mais écoute, je pense que ça témoigne du caractère de l'équipe, une résilience qui est vraiment à toute épreuve, celle des Blue Jays. Puis, il n'y a pas un gars dans cette équipe-là qui a perdu espoir, je pense, après le match numéro 3. Je pense que le message était clair dans la chambre. Les gars, ils savent qu'ils ont travaillé fort pour se rendre là. C'est pas un match. Ça reste, que ce soit 6h, 3h, 4h, 5h, ça reste un match. Ouais. C'est ça qu'il fallait se dire. Puis c'est comme ça qu'on a agi. C'est comme ça qu'on s'est relevé du côté des Jays. On a minimisé l'impact de ce match-là. On s'est dit qu'on avait une nouvelle chance demain puis que c'était à nous d'aller la saisir. Puis ils ont fait exactement ça. Écoute, ils ont tout fait pour gagner lors du match numéro 4, du match numéro 5. Tout a joué en leur faveur aussi, je veux dire. Je pense que
les Dodgers, clairement, on commence à voir un peu les petits problèmes qui sortent dans cette équipe-là. Oui, c'est une équipe qui paraît très, très bien sur papier, c'est sûr. Puis niveau expérience aussi, mais n'empêche que comme toute autre équipe de baseball, il y a des lacunes. C'est impossible, il n'y a pas d'équipe parfaite. Les Blue Jays en sont pas une non plus. Mais je pense qu'il y a une équipe qui a réussi à exploiter un peu plus les faiblesses de leur adversaire dans cette série-là. Puis c'est les Blue Jays qui ont été capables de faire ça. Sauf à une exception près qui est Yoshinobu Yamamoto. Et c'est lui qui lance ce soir. Donc, est-ce que cette tendance-là va se maintenir? Pour moi, c'est comme honnêtement, pour les Dodgers, si j'ai à nommer un MVP dans la série, c'est clairement lui. Oui. C'est lui qui a maintenu l'équipe à flot pour moi. Puis il va devoir le faire encore ce soir, je pense, parce que j'ai pas été impressionné par le bullpen des Dodgers jusqu'à présent, à part dans le match numéro 3, où on est allé chercher ces gars-là qui généralement sortent pas toujours dans les matchs, mais étrangement, ont quand même bien performé. Mais je pense qu'on commence à vraiment voir là, que cette équipe-là a un certain manque de profondeur au niveau des lanceurs. Puis offensivement, on a été quand même correct, mais on a eu de la difficulté aussi avec Savage, justement. Ouais. Puis, écoute, ce gars-là, je l'avais dit au début des séries, c'est sûr que ça va être un dark horse parce que c'est un gars qui est pas connu. C'était vraiment une carte un peu mystère pour les Blue Jays. Puis, ils l'ont utilisé à leur avantage. C'est un gars qui avait pas beaucoup d'informations sur lui. C'est sûr que plus on voit un lanceur aussi au cours d'une série, plus on s'habitue. Ça, c'est prouvé. Ça a toujours été comme ça. Lorsqu'un lanceur fait 1, 2, 3 apparitions dans une série, c'est clair que les frappeurs s'ajustent. Mais contre Savage, je pense que cet ajustement-là, c'est pas fait, clairement. Et puis, il a été en mesure d'encore dominer là, avec 12 retraits surprises. Mathieu, c'est juste, on pourrait presque pas demander mieux. Il y a déjà plus de retraits surprises en série qu'il avait durant la saison régulière. Évidemment, l'échantillon est maigre pour les deux, mais clairement, il est clutch, le jeune Thierry Savage. Et je pense qu'on a vu la statistique aussi, là, c'était plus que tout autre lanceur recru dans une série mondiale. Donc, c'est très spécial ce qu'il a fait. Puis, il a donné une excellente chance à son équipe là, d'aller chercher cette série-là. Ça dit, moi, ma prédiction ne change pas. Ça reste Blue Jays en 7 parce que je suis encore inquiet du facteur Yamamoto. Puis je pense que ça va être suffisant pour que les Dodgers aillent chercher une autre victoire. Je suis très content pour les Blue Jays présentement. Malgré la blessure de Springer, malgré Bichette, comme tu disais, qui ne joue pas à 100%. On a oublié toutes ces petites choses-là, puis on joue pour l'équipe comme on l'a fait toute la saison. Fait que c'est ça qui cause leur succès. Absolument. Énorme chapeau aussi, évidemment, on n'en a même pas parlé, mais Vladimir Guerrero Jr. et Addison Barger. Qui domine rarement des joueurs. Écoute, Vladimir, on pourrait s'en attendre un peu, mais Addison Barger qui claque à 4-14, c'est absolument incroyable ce qu'il est capable de faire sur ce terrain-là, présentement en séries éliminatoires, en espérant qu'il va continuer à dormir sur le sofa de Davis Schneider, comme ça il peut continuer sur sa lancée. Puis, écoute, parlant de Vladdy, c'est un OPS de 1.337 qui serait encore une fois le meilleur OPS de l'histoire d'une série mondiale si ça continue ce soir. Il est là pour les grands moments, il l'a démontré aussi, Vladdy. Mais encore là, c'est Yamamoto. C'est difficile. Il a pitché 18 manches en 2 matchs. Dans ces 2 derniers matchs, il a été jusqu'à la fin. Il n'est pas tuable, Yamamoto. Il y a une raison pourquoi il fait autant d'argent. Puis clairement, ça l'a démontré parce qu'il gagne les matchs pour son équipe. C'est la variété. C'est la variété. Yamamoto, comme tu sais jamais à quoi t'attendre. Il peut t'envoyer. Je pense qu'il y a 6 différentes pitches dans son arsenal, ce qui est quand même assez impressionnant parce qu'il n'y a pas beaucoup de lanceurs qui varient autant
leur jeu que ça. Et puis, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il j'ai un peu observé un peu comme des analyses là, par rapport à ses méthodes. Puis, ce qu'il fait, c'est qu'il va lancer par phase. Hein, comme pendant le début du match, il va peut-être utiliser un lancer un peu plus. Puis là, tout d'un coup, après 3 manches, il va se fier un peu plus à sa balle courbe, par exemple. Donc, c'est selon comment il sent, qu'est-ce qu'il voit par rapport au frappeur. Puis, en fait, tu peux pas arriver au marbre avec ton idée de fait. C'est juste, tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Et puis, il faut juste que tu t'adaptes au moment même. Puis je pense que les Blue Jays n'ont clairement pas été en mesure de faire ça jusqu'à présent. Il y a un de ces lancers aussi. Je pense que les Jays sont 0-16 sur ce lancer-là en particulier. Donc, c'est inquiétant, je pense, quand même, là, de faire face à un gars comme ça qui semble juste en pleine possession de ses moyens. Puis, j'ai beaucoup de foi aussi en Gausman. Oui, malgré qu'il n'a pas connu un bon premier match, il faut qu'il se rattrape. Mais je pense qu'il est capable. C'est ce soir ou rien, je pense, pour les Jays. Ouais. OK, toi, Ouais, je pense qu'il faut gagner à soir. Sinon, OK. Ça sera dommage. Je sais pas qui on va mettre du côté des Dodgers Game 7. J'assume que ce sera Shohei qui aura le bras droit. Et du côté des Jays... il a lancé le dernier match. Mais tu mets qui? Blake Snell qui a lancé un match horrible? Probablement Glasnow. Dans un match numéro 7. Ça dépend de comment Ohtani se sent. Ouais. Je sais que c'est la même chose du côté des Jays. Tu mets qui à match numéro 7? Un match supplémentaire à cause un jour supplémentaire à cause du voyage aussi. Fait que peut-être que... Puis il a lancé quoi? 6 manches, Ohtani? Fait que je sais pas. Il s'est peut-être rendu à 70-80 lancés. Je me souviens pas exactement. Il y a une possibilité qu'il soit disponible là, pour le match. C'est ça qui me fait peur. Parce que sinon, les Jays ils vont mettre qui? Shane Bieber, probablement. Chose que je n'aime pas nécessairement. Ouais, non, je pense qu'originalement, c'était Scherzer qui était prévu pour le match numéro 7. Oh! OK. Ça se peut que le plan a changé. Mais... Bref, on réagira comme on va réagir si ça l'arrive pour de vrai. Mais faut que ça soit fini ce soir. Les Jays qui le remporteraient à domicile, selon moi. Même si ma prédiction de base était Dodgers en 6, là, clairement, c'est juste mathématiquement impossible. Mais on va voir quand même. Tu vas regarder le match en entier, j'assume, Philippe. Pas en entier, on va manquer peut-être 30 minutes. Là. Ouais, peut-être la première manche ou 2, là, malheureusement. Mais... Ce qui est dommage, mais qu'est-ce que tu veux? OK, fait que moi, j'y vais Jays en 6 pour remporter ce match ce soir. Toi, tu dis Jays remporterait le prochain match. Jays en 7. Reste sur Jays en 7. J'ai bien hâte de voir. Et le pointage serait pour un match de ce soir? J'ai comme drôlement peur que ça va être une autre domination Yamamoto, fait que je vais dire que les Blue Jays vont rester assez bas quand même là, ce soir en termes de points. Peut-être 2 points pour les Jays et puis on va y aller avec peut-être 5. Non, peut-être plus que ça même. 6-2 Dodgers, disons. J'allais avec un 9-4 Jays, même si je crois énormément à Yamamoto. Money, faut que ça flanche. Et c'est le match pour, selon moi, à Toronto, devant la foule torontoise. On va bien aimer ça. On va voir, justement, dans le match de ce soir. Phil, je t'ai partagé un petit graphique que j'ai sur mon téléphone. C'est, depuis le début de la saison, dans le fond, c'est un classement des trophées individuels qu'on aura donné du côté de la LNH. Il y en a 6 qui ont ressorti, comme le trophée Hart, qui, selon le graphique, sera attribué à Jack Eichel. Le Vezina qui sera attribué à Spencer Knight, même avec une performance horrible hier, il faut le mentionner. Le trophée Norris à Cale Makar. Le trophée Calder à Jakub Dobeš. Le trophée Selke à Mitch Marner. Et le Jack Adams à ton grand Dan Muse. Et je me suis dit, pourquoi pas voir si on est d'accord avec ça ou non et se créer nos trophées individuels pour le début de la saison. Et je vais te laisser commencer. On va commencer avec le Jack Adams, puis on va monter tranquillement vers le Hart pour question de pertinence / importance, même si vous êtes tout important. On est d'accord, le concept, c'est que si la saison arrête maintenant... Absolument, c'est jusqu'à présent. Le trophée. Absolument, c'est ça, ouais. Jack Adams...
Tu vas garder Dan Hughes, c'est Dan sûrement? Hughes, ouais. C'est pas Dan Hughes. Écoute, C'est juste pas Dan Hughes. écoute, Mathieu, je pense que l'équipe était on prouvait que cette équipe-là allait finir dans le fond du classement. La plupart des analystes s'entendaient pour dire qu'on ne les verrait pas plus haut que la 25e position. L'équipe est présentement première dans sa division au moins, je sais pas pour la conférence ou... Dans la ligue. Ou la ligue. Mm-hmm. Ouais, la ligue. OK. Donc, ouais. 18 points. C'est tout sauf ce qu'on attendait des Penguins de Pittsburgh. Ça, c'est en partie grâce à l'arrivée de ces nouveaux joueurs-là qui... c'est des joueurs qui cherchaient un peu leur chemin peut-être dans d'autres organisations. Je parle de Manta, Brazo, qui n'avaient pas nécessairement trouvé leur vocation peut-être en tant que joueur, qui n'étaient pas nécessairement... toujours des joueurs comme ça là, qui ont peut-être eu une certaine difficulté à se définir ou à se trouver un rôle, un poste dans une équipe. Ouais. Puis là, ils sont arrivés avec les Penguins de Pittsburgh avec rien à perdre, vraiment. Ont été insérés sur un deuxième trio avec Malkin pour ces deux gars-là. Il y a Waterspoon aussi qui prend un rôle croissant à Pittsburgh. Je pense qu'il y a probablement plus de minutes qu'il n'en a jamais vu dans sa carrière. Puis c'est juste un endroit où il se sent à l'aise. Et là, les recrues aussi, les Kindle et les Brunick. Donc tout ça, c'est sûr que ça a joué en faveur des Pingouins. Cette espèce d'essor-là de plusieurs joueurs à la fois, ça a été vraiment comme plusieurs révélations là, à travers l'équipe. Mais ça se fait pas sans du bon coaching pour rallier ces gars-là ensemble parce que c'était un peu disparate là, à Pittsburgh. Là. Il y avait toutes sortes d'éléments un peu... c'est une équipe qui est juste dispersée à travers plusieurs générations, plusieurs styles de joueurs. Donc, ça fait un peu un mélange qui est extraordinaire quand même, puis qu'on voit pas beaucoup à travers la ligue. Donc, je pense que ça prend quand même un bon chef de banc, un bon coach pour rallier ces gars-là ensemble. Puis c'est sûr que ça aide d'avoir des vétérans comme Crosby, Malkin également, mais c'est des gars qui vieillissent, qui ont encore un bon sens du leadership. Mais je pense qu'ils avaient besoin, ces deux-là aussi, de cette énergie-là qu'allait leur apporter un nouveau coach. À un moment donné, ils étaient tombés dans une routine avec Sullivan où ça marchait plus tout à fait. Malkin, je pense, était trop utilisé aussi. Là, on a réduit ses minutes. Ça semble augmenter sa production également. Je pense qu'il y a une meilleure gestion des vedettes. Évidemment, Crosby, lui, je pense qu'il peut encore bouffer pas mal de minutes. C'est clair que de son côté, la forme physique est plus là que Malkin. Donc, mais c'est juste d'ajuster un peu l'utilisation de ces gars-là puis de faire confiance à des jeunes aussi. Je pense que côté Sullivan, on avait peut-être un certain blocage à ce niveau-là d'incorporer les jeunes dans l'alignement. On les voyait en fin de saison peut-être quand il restait juste une coupe de match à jouer, mais c'est parce que c'est une équipe qui jouait encore avec la mentalité de « OK, il faut faire les séries, on va mettre nos vétérans. » Cette année, il n'y a pas ça. Muse est arrivé, il a dit « Garde, on te donne une équipe, si tu finis passer la 25e position, tu vas avoir battu les prédictions de tous les analystes. » Fait qu'il s'est dit « Écoute, il n'y a personne qui croit en moi, je vais faire whatever, comme je vais envoyer comme les gars que je pense qui ont le plus de potentiel de développement. » Puis ça a juste été un coup gagnant. Je veux dire, c'est une décision à prendre, oui, de la part du management, mais aussi au niveau de la glace, du coach, du banc. Il faut faire confiance à ces gars-là, puis c'est pas tous les coachs qui auraient eu l'audace de le faire. Il y a des coachs qui auraient pu être beaucoup plus conservateurs dans leur approche. Je pense que Sullivan, notamment, l'aurait été. Donc, une espèce de, je ne vais pas dire une confiance aveugle, mais une énorme confiance qui est accordée à ces nouveaux joueurs-là, puis de s'insérer dans leur rôle. Puis c'est ça qui a causé vraiment la résurgence des Pingouins. Puis je pense que c'est pour moi, honnêtement, toute partisanerie mise de côté, c'est inconcevable que tu répondes autre chose que Dan Hughes à cette question-là quand l'équipe est première alors qu'on la prévoyait en dessous de la 25e position. J'ai répondu aux choses. Vas-y. Je sais que tu n'allais pas dire les Pingouins parce qu'évidemment, tu es biaisé contre cette équipe-là, mais c'est la seule bonne réponse. Je suis désolé, c'est même pas le cas. La seule bonne réponse. Non, l'idée, c'est que écoute, c'était clair que tu allais le mettre. Je voulais pas faire de même si on est probablement d'accord sur quelques autres. Là. J'ai mis André Tourigny
parce qu'il fine, mais comme- il faut qu'il soit mis dans le mix, je pense, André Tourigny, parce pour les choses qu'il a faites avec cette équipe-là. Puis là, il vient de signer Logan Cooley sur une entente de 8 ans, 10 millions, c'est du côté de Utah. Non, ça, c'est pas lui, là. Non, c'est pas lui, mais c'est l'équipe derrière. Nick Schmaltz fait 17 points cette année. Je me dis, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est une équipe... la grande raison pourquoi je les ai mis là, c'est une équipe qui a commencé 0-3. Il n'y avait aucune victoire dans leurs 3 premiers matchs. Tourné complètement la table de côté. On a remporté 8 de suite pour perdre le dernier match, malheureusement. Puis c'est une équipe qu'on voyait en série, mais juste pour dire en série, pas nécessairement premier dans l'Ouest. Il y a une différence entre faire les séries et être égalité avec l'Avalanche du Colorado, qui, soit dit en passant, connaissent aussi une excellente saison, mais ça, on n'en est pas surpris. Écoute, c'est sûr que Dan Muse mérite énormément de fleurs, faut pas le mentionner. Malheureusement, j'ai pas l'espoir que cette équipe-là, ça va continuer de même. Oui, mais la question, c'était si la saison finit aujourd'hui. C'était pas, est-ce que... Je vais pas renchérir là-dessus. Okay, il y a aussi ça aussi. T'en as parlé en masse de Dan Muse, j'avais une idée que ça allait se passer. Mais non, je pense qu'André Tourigny sur un bon chemin avec cette jeune équipe-là de Utah. Puis c'est pas facile de le faire avec des jeunes qui sont pas nécessairement tous accomplis. Tu sais, Clint Keller a eu cette saison-là l'an passé. Logan Cooley, tu la vois cette année. Puis t'as un gars comme Nick Schmaltz qui, bizarrement, explose pour ses points. Sergachev qui connaît une bonne saison aussi. Il y a un problème entre les deux poteaux, mais bon, ça peut être réglé. Je voulais donner un bon coup de chapeau là, à André Tourigny pour qu'est-ce qu'il fait avec la même. C'était la seule autre réponse qui était semi-acceptable, mais t'es still wrong. So. OK, c'est bon. Le Selke, je pense qu'on aura le même joueur. Je pense que celle-là, c'est assez clair. Là. Je vais te laisser le dire, je vais probablement dire j'ai la même chose. Moi, c'est Mitch Marner qui est là pour le Selke. Puis je l'ai mis aussi parce que je trouvais ça cool que j'ai dit, attends un peu, Mitch Marner, c'est un ailier. Ouais. Et puis, c'est rare, ça, un ailier qui est vraiment nommé pour le Selke, mais dans ce cas-ci, c'est mérité parce que c'est pas facile nécessairement de te faire remarquer puis d'être impliqué défensivement en tant qu'allié. Ouais. C'est pas une position où on a des attentes super élevées en zone défensive. Donc, comme un joueur qui va se démarquer défensivement en tant qu'allié, c'est parce qu'il fait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mm-hmm. Mitch Marner qui évolue justement à l'aile droite sur ce deuxième trio-là. C'est qui? D'ailleurs, je voulais te faire le quiz parce que je suis allé vérifier le dernier allié qui a remporté le Selke dans la Ligue Pavel Datsyuk, sûrement? Non, c'est pas un allié. C'est considéré comme un centre? Ouais. Intéressant. Ouais, écoute, on n'en parlera pas trop. J'assume que ça date un peu début des années 2000, serait mon guess. Oui, c'est ça. Début des années 2000. Ouais. Brendan Shanahan? Non. C'est un Finlandais. C'est un Jussi Jokinen? Non. Je vais lui donner ma langue au chat. C'est Jere Lehtinen. Oh my God! Bon, en tout cas, le dernier joueur comme vraiment considéré comme un ailier. Il en a gagné plus qu'un en plus. Il en a gagné 3, je me trompe pas. 3, t'as raison, je pense. Mais oui, c'est exceptionnel ce qu'a fait Mitch Marner. Puis le pire, c'est que j'étais pessimiste de ça. Je me suis dit, il n'y a aucune chance que Marner a tellement de respect. J'ai été voir les statistiques avancées. J'ai fait demi-tour, puis j'ai juste écrit Mitch Marner sur ma liste. C'est l'un des plus bas buts contre attendus de la Ligue. Sur Goals Against. C'est une statistique incroyable. Je pense, je l'avais tout à l'heure, mais c'est la statistique de Goals Against. Expected Goals Against per 60. Puis lui, il joue énormément de minutes, c'est ça. Il joue 20 minutes par match. Prends le rôle de Mark Stone, qui est énorme comme rôle aussi. Je vais la ressortir parce que je trouve que c'est très, très pertinent. Il y a des noms extrêmement intéressants là-dedans, dans cette liste-là. Mais Mitch Marner, clairement, était le joueur qui sortait. T'as son trio complet qui est là aussi. Là. On ice, expected goals... against per 60. Ouais. Et puis là, on va vouloir le plus faible. C'est toujours le fun de voir aussi les joueurs qui font un travail horrible. Horrible à 50. En passant, Alexander Romanov, cette saison... il a joué genre 2 matchs en plus. Je sais, oui, il n'a pas joué beaucoup, mais ses statistiques sont atroces. Je comprends. Mais oui, Mitch Marner est 11e avec 1,85. Donc,
pour Ouf. 60 minutes de jeu. Puis son 60 minutes est différent, soit dit en passant. Ouais, 60 minutes. C'est fait en 3 games pour ouais, lui. 60 minutes, c'est pour comme 3 games. Fait que, en 3 games, c'est attendu comme. Non, excuse-moi. En 3 games, il y a 1,85 de buts anticipés quand il est sur la patinoire. Ouais. Contre. C'est incroyable. Puis sachant qu'il marque à une rapidité fulgurante, ce trio. C'est un joueur d'un point par match présentement. Puis quand il est sur la patinoire, en tant qu'ailier en plus, fait que c'est plus difficile d'apporter cet impact-là. Puis tu me dis que c'est moins de 2 buts qui sont anticipés quand il est sur la patinoire. C'est incroyable. En 3 matchs, c'est incroyable. Les autres joueurs, puis pour vous nommer les autres joueurs dans cette liste-là... Suzuki Caulfield aussi, dans le mix, je ne me trompe pas, un peu plus loin. Juste en dessous de 2, ils sont peut-être un peu plus loin, mais c'est parce que ce qui arrive avec des statistiques comme ça, c'est que souvent on voit des joueurs aussi comme qui ont des rôles réduits, qui ne sont pas utilisés nécessairement beaucoup, comme Easton Cowan est là, Ozzy Weisblatt est là, Dominic James est là de Tampa Bay. Jonah Gadjovich, c'est des joueurs qui ne jouent pas beaucoup de minutes. Donc, à ce moment-là, oui, c'est attendu parce que cette statistique-là va favoriser des joueurs souvent qui ne jouent pas beaucoup de minutes. Mais pour Mitch, c'est tellement impressionnant. Pour un gars qui joue 20 minutes par match. Sur le désavantage numérique, première vague de désavantage numérique aussi. Qui est compté là-dedans pour ça. Oui. Pardon, c'est incroyable. Non, c'est phénoménal. Puis si on regarde toutes les autres statistiques avancées aussi, il est toujours là. Eichel, d'ailleurs, mention honorable. Oui, absolument. Il est toujours dans le mix aussi. Mais je pense que Marner, clairement, là, si on regarde l'ensemble des statistiques, il y a juste beaucoup de choses qui pointent en sa faveur. Fait que c'est... Ouais, je lui souhaite aussi. Ce serait cool de voir Nelly gagner ce trophée-là parce qu'à l'habitude, c'est des joueurs de centre avec une bonne raison aussi parce que c'est souvent eux qui ont plus la chance de s'impliquer défensivement. Mais ce serait cool de voir un allié aller chercher ce gros trophée-là. 100%. Côté Calder, là, c'est là où je sais pas où tu as été. Yeah. Je sais où ce que moi j'ai été. Okay. Ce n'est pas Canadien de Montréal. Je donne l'avantage à Matthew Schaefer, je pense. Same. Yeah. Ah oui, OK, on est d'accord là-dessus. Gars, qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est un gars qui a 8 points, deuxième marqueur de son équipe, derrière Bo Horvat cette année, les Islanders de New York. Ne remporte pas nécessairement de match, mais clairement, quand il est là, ça l'a fait déjà une énorme différence parce que Carl Palmieri a aussi 8 points. Puis il y a un différentiel de +1 sur une équipe atroce. Il mérite énormément de fleurs, je pense, Matthew Schaefer, pour sa saison recrue. Puis à moins que... Il n'y a pas si longtemps, il était sur la glace pour la majorité des buts de son équipe. Je sais pas si c'est encore le cas, mais c'était plus de 50%. Là. Puis pour le Calder, pour vrai... si vous ne le savez pas, grand fan du Canadien de Montréal, je suis. À moins que Matthew Schaefer connaisse un slump et Demidov le devance de 20 points et que Jacob Dobeš continue sur sa lancée, je ne vois pas un autre joueur gagner le Calder. Parce qu'il y a tellement un énorme impact sur son équipe. Puis c'est pas pour contredire Demidov ou genre dénigrer Demidov ni Dobeš. C'est juste que l'équipe du Canadien de Montréal, comparée aux Islanders de New York, il y a une énorme différence. Demidov est très bien entouré, juste le premier avantage numérique. Jacob Dobeš a une défensive qui, avec Caden Goulet, est juste incroyable. Top 6 monstrueux avec un Alexandre Carrier qui est sur un troisième duo. Ça fait aucun sens. Bref, Matthew Schaefer n'a pas cet apport-là, surtout quand Matthew Barzal va être en retard à sa pratique le matin, ne pourra pas participer au match la soirée même, c'est-à-dire aujourd'hui. Ça, on n'en parlera peut-être pas. Mais je suis content que tu es d'accord aussi avec ça, Phil. Puis c'est encore une fois, c'est un défenseur qui est ajusté au moule de cette nouvelle génération-là qu'on recherche. Fait que je pense que comme côté des décideurs là, pour ces trophées-là, c'est certain qu'il va avoir quand même, là, il va déjà tomber un peu dans l'œil de ces gens-là. Donc, ouais, je pense que c'est un gars aussi qui apporte une nouvelle dynamique à l'équipe des Islanders. Il joue beaucoup de minutes, il apporte une vitesse aussi. C'est un joueur qui est excessivement rapide, juste dans son exécution aussi, puis dans son patin, évidemment. Donc, il y a tout ça du côté de Matthew Schaefer. Il génère beaucoup de tirs aussi lorsqu'il est sur la patinoire. C'est une autre statistique avancée qui pointe dans sa direction. Donc, c'est juste un gars qui aussi est tellement jeune, juste 18 ans, Matthew Schaefer.
Puis je pense que ça, c'est certain que ça joue un peu dans la balance aussi. Dobèche est un peu plus vieux. Il a quel Début âge? vingtaine, 21 ans. 21, ouais. Donc, ouais, je pense que juste comme si on regarde le portrait général aussi, là, il y a beaucoup d'éléments qui sont favorables à Matthew Schaefer. Puis si la saison arrête aujourd'hui, pour moi, c'est assez proche entre Dobèche puis Schaefer. Ouais, il y aurait un débat à avoir, là, très certainement. Mais ouais, Schaefer est juste, c'est ça, c'est le milieu, c'est qu'est-ce qu'il fait avec une équipe qui est pas nécessairement extraordinaire là, du côté des Islanders. Puis c'est comme je l'ai dit, c'est une équipe aussi qui a un style assez traditionnel là, pendant plusieurs années. Donc, de percer dans une équipe comme ça aussi, puis de le faire aussi dans... Je vais mentionner ça quand même, de le faire aussi dans une défensive comme une brigade défensive qui est quand même solide, qui a été solide depuis longtemps. Il y a Perlek, il y a Pollock qui sont là, ça a été longtemps leur première paire. Donc, de s'insérer dans cet alignement-là sans problème, puis de juste prendre les minutes de ces gars-là, c'est quelque chose que peu de joueurs auraient pu faire. Là, parce que ça aurait été facile de juste arriver sur le troisième, puis la troisième paire, mettons, puis pas trouver les moyens de faire une ascension de là. Comme ça aurait pu, dans un autre scénario, si ça avait été un autre joueur, j'aurais pu comprendre, j'aurais pu percevoir que ça aurait été un rôle un peu plus effacé. Puis ça aurait été logique, mais Schaefer, tout de suite, s'est démarqué. Puis il a obtenu des grosses minutes avec cette équipe-là et avec raison. C'est mérité de son côté. Absolument. Puis, en parlant de défensive, Trophée Norris, on va pas s'en emballer. Je pense que c'est 30 secondes qu'on va avoir besoin, clairement. Et j'ai tellement essayé de trouver, genre, j'ai manqué de dire Josh Morrissey, mais tu peux juste pas. Tu peux juste pas passer à côté de ce que fait Cale Makar présentement. Meilleur différentiel de la Ligue. S'il continue sur cette lancée-là, en passant, Phil, il va être le premier défenseur depuis 1989 et Paul Coffey à atteindre la marque des 112 points dans une saison et finira avec un plus 82 qui est bon pour 12e de tous les temps à ce chapitre-là. Cale Makar, c'est juste... C'est un vin qui arrête juste pas d'être meilleur. Année après année, tu te dis, t'es quasiment habitué. Genre, il n'y a plus rien qui m'étonne de Cale Makar, tellement il est bon. Et ça, c'est vraiment le signe d'un excellent joueur. Mention honorable à Josh Morrissey, pour vrai, avec ses 10 points, encore un différentiel de plus 11. Connaît une excellente saison avec les Jets de Winnipeg qui, écoute, moi et toi, on croyait que ça allait être un peu la fin. C'était un one-season wonder du côté des Jets avec le départ de Healers, notamment. Finalement, ça ne l'est pas du tout. C'est une équipe qui la met dedans, ça n'a aucun sens. Moi, je pense que je les ai quand même mis dans mon top 3. Moi, je les avais omis. Je les avais omis de ça, malheureusement. Mais on s'emballera pas là. Cale Makar, 15 points en 11 matchs, un différentiel de plus 11, deuxième marqueur de son équipe derrière Nathan McKinnon. Tu veux quoi de plus? Puis encore une fois, tu regardes les statistiques avancées aussi, comme les buts anticipés lorsqu'il est sur la patinoire, les buts contre, les buts pour. Tout ça, c'est très, 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 très beau de son côté. Il y a vraiment peu de choses à lui reprocher présentement, comme... J'essayais même d'aller fouiller, voir, OK, y a-tu des statistiques peut-être? Comme, tu voyais, il y avait une chose qu'on voyait qu'il commence beaucoup de présence dans la zone offensive. Donc, ça, c'est sûr que ça va booster un peu tous les autres chiffres par la suite. Mais ça reste que, comme, c'est pas juste ça qui peut lui enlever là, son mérite, son brio. Donc, c'est certain que c'est un joueur qui est utilisé dans des situations aussi qui vont le faire bien paraître les statistiques, mais ça ne s'obtient pas tout seul non plus. Des statistiques comme 17 points, comme une fiche de plus et moins, comme c'est combien? C'est plus 11. C'est plus 11, ouais. Donc, c'est un joueur exceptionnel. Comme tu dis, qu'on continue de gagner en assurance à chaque année. C'est pas un joueur qui stagne aucunement. Il y a toujours du renouveau un peu dans son jeu, puis il cherche à s'améliorer tout le temps. C'est l'esprit du compétiteur, puis il l'a clairement en lui. Puis c'est pas un gars qui va se contenter de gagner un Norris. Il en veut 2, il en veut 3, il en veut 4, peu importe. Puis ça va prendre quelqu'un pour l'arrêter présentement.
On n'a pas encore trouvé ce gars-là, mais Non. il y en a qui sont dans les parages. Ouais, je suis d'accord Lane avec Hudson, entre autres. il y a 10 points. Voilà. Il y a 10 points. Il n'y en a pas 15, mais il y en a 10. Ouais. Côté Vézina, je sens qu'on n'aura pas le même. Là. Puis je vais faire un cas énorme pour l'ancienne légende du circuit U-Sport, Logan Thompson. OK. Parce qu'il est sur la deuxième pire équipe offensive de la Ligue, en ces Capitals de Washington. Et bizarrement, est de loin la meilleure équipe défensive, c'est-à-dire l'équipe qui a alloué le moins de buts cette saison, avec 22 au total. Logan Thompson fait énormément partie de cet effectif-là. Lindgren a déjà alloué plus de buts que lui en moins de matchs. Fiche de 5-2 pour Logan Thompson, 5 victoires, 2 défaites. Les Capitals qui ont une fiche totale de 6 victoires, 4 défaites en 10 matchs présentement. Mais c'est un 939 puis un 1,44. Je veux dire, comme un 1,44 de buts alloués et tu perds des matchs, ça fait aucun bon sens. Puis non, toujours respecter énormément Logan Thompson. Puis je lui souhaite vraiment pour l'équipe canadienne. Je pense que c'est cette année ou jamais pour Logan Thompson de genre tasser au moins Aiden Hill, qui soit dit en passant, n'est pas bon. Non. Genre, comme, je sais pas d'où ça vient l'idée qu'Aiden Hill est bon parce qu'il a gagné une coupe. Ouais. Mais je te rappelle qu'il était là, lui aussi, Logan Thompson, dans cette conquête de la Coupe Stanley-là. Fait que il y a aucune manière qui se fait manquer de respect encore cette année. Puis il le mérite largement, selon moi, c'est mon gagnant du Vez. Ils vont encore devoir se battre avec Binnington. Ça, c'est ouais, clair. mais Benner, c'est comprenable. Ouais, ça, je comprends. Benner a gagné ses croûtes. Là, il a gagné le Tour de la Décade Nations à lui seul dans ce match de finale-là, selon moi. Il a gagné la Coupe en 2018 à son année recrue, clairement, qui est là pour une raison. Mais... Juste, écoute, un mauvais match de Binnington, je pense que ce gars-là va bondir sur l'opportunité. Puis, s'il te plaît, donnez pas cette opportunité-là à Aiden Hill. Je pense que c'est clair que Thompson s'est battu beaucoup. C'est un joueur quand même qui a subi des transactions, qui a eu des changements dans sa carrière, des blessures, etc. Donc, il est revenu là, de tout ça pour vraiment connaître une saison 2025-2026 qui est spectaculaire pour le moment. Et je peux pas être en désaccord du tout avec ce pic-là. Mathieu, moi, je suis allé du côté des Canadiens. J'ai décidé de y aller avec le bon vieux Jakub Dobeš. C'est ça. L'exercice était si la saison termine maintenant, donc j'en suis resté à ça. Puis je pense que si on regarde ces statistiques présentement, c'est des statistiques qui sont en règle avec ce qu'on voit généralement pour un champion du Vézina. Donc, Dobeš qui mérite absolument les éloges présentement. Côté les buts goal save above expected, donc les buts qui va sauver en quelque sorte, comme des buts anticipés qu'il va réussir à stopper. On est à 8,2 présentement. Donc, ça en fait déjà? Ça en fait quand même beaucoup. C'est 4e. Thompson est devant, par exemple, avec 9,1. Donc, absolument aussi. Ça, c'est une statistique très importante, je pense, pour les gardiens de but. C'est essentiellement ce que dit cette statistique-là, c'est des gros arrêts, des arrêts clés dans un match. C'est un peu ça qu'on vient chercher ici. J'ai vu que Dobeš était très bon aussi lorsque c'est des chances qui sont high danger, comme on dit. Dans l'enclave. Oui. Donc, lorsqu'on lance d'endroits qui sont considérés comme dangereux sur la patinoire, Dobeš réussit généralement, en tout cas souvent, à faire l'arrêt. Évidemment, je pense que sa moyenne de buts alloués est en dessous de 2 présentement également. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui pointent en la faveur de Jakub Dobeš. C'est un gardien aussi qui a succédé à Samuel Montembeault alors qu'on s'en attendait pas du tout. Je veux dire, Samuel Montembeault, après la saison dernière, était considéré comme un gardien étoile, je pense, quand même, dans la Ligue. Donc, de prendre ce poste-là de numéro 1 puis de le faire à un si jeune âge aussi, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Je ne veux pas nécessairement mettre trop d'emphase, d'accent là-dessus non plus, parce que c'est pas nécessairement ça qu'on regarde. On regarde purement le meilleur gardien, mais je pense qu'il est juste dans cette conversation-là. Tout facteur externe là, est exclu. Je pense qu'on ne peut pas enlever non plus de crédit à Jakub Dobeš. C'est spécial, qu'est-ce qu'il fait présentement.
Puis il y a peut-être encore quelques lacunes dans son jeu. Oui, il y a des choses à perfectionner, je dirais. Côté rebond, par exemple, je trouve qu'il en accorde un peu plus que d'autres, peut-être des retours, mais ça ne se convertit pas en but contre. Donc, c'est ça l'essentiel. Puis c'est ça qui joue pour une bonne équipe aussi, mais une équipe qui alloue quand même des chances. On le voit dans les statistiques. Et il est en mesure d'aller chercher ces gros arrêts-là. Donc, le succès du Canadien, lui est dû en partie. Oui, 100%. 100%. Là où ça va être intéressant, et malheureusement, il va falloir que je le fasse vite parce que ça me tente pas d'en parler. Et deux, parce que, bon, j'ai bien hâte que tu entendes mon sporadique. Bref. Phil, Evgeny Malkin est mon gagnant du Trophée Hart. Wow! Et même moi, je suis pas allé là en tant que fan des Pingouins. Non, gars, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, les Penguins de Pittsburgh, présentement, oui, ont des matchs en plus, mais sont la meilleure équipe de la Ligue par rapport aux points avec 18 cette année. Et grâce à qui, tu peux donner beaucoup d'éloges aux 15 points de Sid. Tu peux donner beaucoup d'éloges à Brazo, à Manta, qui ont 12 et 11 points chacun. Mais il faut t'en donner énormément aux 17 points d'Evgeny Malkin. C'est le meilleur pointeur sur la meilleure équipe de la Ligue présentement. Tout ça en jouant 17 minutes par match. C'est littéralement... Le Trophée Hart, c'est le joueur par excellence de ton équipe. Oui. Puis, il y a une énorme conversation pour Jack Eichel, j'en conviens. Mais il est très bien entouré de Jack Eichel. Evgeny Malkin a Brazo et Manta sur ses ailes. Yep. Il n'y a pas Mitch Marner puis un Pavel Dorofeev qui fait 10 buts en 10 matchs. Il y a une différence. Puis je pense que si la saison se terminerait maintenant, il y aurait une énorme conversation pour Evgeny Malkin. Puis pour moi, ce serait le vainqueur, même si que pour 60 à 75% des gens iraient plus vers le Eichel, évidemment le choix le plus facile. Pas moi. J'irais avec le grand Evgeny Malkin. Okay. Je vais arrêter ça là. OK, sure. Écoute, c'est le fun de voir les Malkin des beaux jours, évidemment. Puis moi, je l'ai dit plus tôt, Mathieu, je pense que cette réduction-là de son temps de glace, on donnait trop de minutes avec Sullivan. Puis c'est un joueur qui est vieilli puis qui n'a pas nécessairement la même... il n'y a pas nécessairement la même endurance physique ou la capacité là, de soutenir là, ces contacts-là tout au fil de la saison. C'est un sport qui est physique, évidemment, le hockey. Puis je pense qu'il y a peut-être d'autres gars, des vétérans qui prennent peut-être un peu plus soin de leur corps ou sont plus attentifs à ces choses-là, comme Crosby, par exemple. Donc, ça explique pourquoi Malkin a peut-être un peu moins de minutes. Mais je pense que c'est bénéfique pour lui parce qu'il n'en a pas besoin de beaucoup pour aller faire des gros jeux. Ça on le voit clairement. Puis ça aide aussi d'avoir les nouveaux joueurs qui l'entourent. Je pense que moralement aussi, mentalement, ça lui a donné un petit boost à Malkin. Mais moi, c'est le gars que j'avais nommé plus tôt cette saison, Mathieu. Ben, avant que la saison commence même, je t'avais parlé de David Pastrnak. Je pensais qu'il y avait une chance au Heart. OK. Puis je reste avec, je reste avec David Pastrnak parce que, écoute, quand même 17 points pour Pastrnak. C'est 6e dans le... non, égalité troisième. Égalité troisième, ouais. Oui, c'est ça. Donc, il y a quoi? Il y a eu 7 buts là-dedans aussi, 10 passes. Bon, les Bruins, c'est une équipe on n'attendait pas des grandes choses de cette équipe-là. C'est bizarre. Ils sont 6 et 7 présentement. Ils jouent autour de 5. Mais ils marquent. Il marque énormément. C'est ça qui est surprenant. Ça vient de Pastrnak, oui, avec ses 7 buts. Morgan Geekie qui en a 9. C'est 9 ou 10. Ouais, j'allais dire 10, mais ça se peut que ce soit 9. Je pense que c'est 9. Donc, mais je pense que comme quand on regarde comme le point, vraiment le point de départ, comme le point zéro de tout ça pour les Bruins, c'est Pastrnak. Je veux dire, il n'y a pas d'autres joueurs sur cette équipe-là qui... écoute, il y a McAvoy quand même qui est encore là aussi. Mais c'est juste le gars qui a traversé un peu les générations Pastrnak puis qui reste avec cette équipe-là malgré ses défis présentement. C'est une équipe qui est en reconstruction, évidemment. Mais j'avais parlé de Pastrnak comme un joueur qui avait du cœur. Je pense que c'est ça qui démontre présentement. C'est pas un joueur qui va se laisser intimider. Je pense pas qu'il fait attention trop à ce qui est dit par rapport à son équipe. Je sais que c'est une équipe qui a
qui a été mentionné par certains comme la pire équipe de l'Atlantique. Une équipe qui finirait bon dernier, mais je pense pas qu'avec un gars comme Pastrnak dans l'équipe, si ça se produit, ce sera pas la faute de Pastrnak, puis ce sera pas sous sa supervision. Je pense qu'il va tout faire en son pouvoir justement pour aider cette équipe-là à avancer. Il y a des jeunes aussi qui tentent de percer dans cette équipe-là, donc je pense que c'est un peu leur leader, c'est un peu lui qui est la tête de la meute, si tu veux, à Boston. C'est un gars pour qui j'ai beaucoup de respect à ce qu'il accomplit présentement dans une équipe qui est juste correcte. Puis quand on regarde sur papier, on va se le dire, c'est pas une équipe où c'est très évident d'aller chercher 17 points. Donc, pour le faire, quand même, ça prend un gars qui a quand même beaucoup de talent. Donc, beaucoup de talent puis beaucoup d'éthique de travail aussi, c'est ça. Je suis 100% d'accord avec ça. Je suis content qu'ils réussissent à se démarquer malgré l'équipe des Bruins qui a dû dire au revoir à beaucoup de bons vétérans au cours des dernières années. Bergeron, Marchand, je pense qu'il a profité peut-être aussi de l'apport que ces gars-là pouvaient lui donner, Krejci, etc., dans sa jeune carrière. Puis maintenant, il s'est transformé en ce vétéran-là un petit peu. Et il a remplacé avec brio ces gars-là qui étaient très difficiles à remplacer. Absolument, absolument. Ben, gars, on vient tout juste de commencer la saison aussi. Encore beaucoup de matchs à jouer du côté de la Ligue nationale de hockey, faut le mentionner. Il y a beaucoup de choses qui vont probablement changer de ce qu'on vient de dire, mais j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer là jusqu'à la fin de la saison. On passe maintenant à notre segment sporadique. Et Phil, rapido presto, la mienne n'est pas nécessairement longue, mais elle est quand même comique. Je sais pas si tu le sais, mais Lindsey Vonn fait un retour olympique. Oui. Et ça à l'âge de 41 ans, encore plus de 2 décennies après sa première apparition. La chose qui est drôle de ça, c'est que oui, elle est extrêmement compétitive, oui, elle est bonne et tout ça, mais c'est sa mentalité, Phil, parce que ce qu'elle a dit par rapport à son comeback, entre guillemets, c'est est-ce que quelqu'un se rappelle lorsque Michael Jordan est revenu sur la scène de la NBA? Elle se met aucune pression, même que elle mentionne qu'elle ne veut pas ternir un peu tout son historique, tout ce qu'il y a derrière. C'est juste l'idée de revenir aux Olympiques. Elle a déjà gagné. Pourquoi, genre, lui faire penser qu'elle a déjà de la pression sur les épaules. Puis, pour ceux et celles qui ne le savent pas, elle s'est fait remplacer le genou en 2024 et c'est pour ça qu'elle a arrêté de compétitionner. Mais va revenir à l'âge de 41 ans. Mais son mindset est clairement ailleurs que il faut absolument que je fasse bien durant les prochains Olympiques. C'est bizarre à dire, mais pour elle, aller aux Olympiques en 2026, c'est un peu comme une dernière ride. Il y a rien d'autre que juste elle, ses skis, la pente. Puis l'idée de faire assez bien pour terminer là, en beauté sa carrière. Je voulais le mentionner parce que c'est quand même Lindsey Vonn. Puis pour les gens qui ne sont pas communs avec Lindsey Vonn, s'il te plaît, faites vos recherches. Ça en vaut la peine certainement. Super ça du côté de Lindsey Vonn. C'est évidemment une athlète exceptionnelle. Je pense qu'une athlète aussi qui a vraiment laissé sa marque sur les Jeux olympiques. Puis je sais pas c'est quoi c'est le compte de médailles pour Lindsey Vonn. Je sais qu'en Coupe du Monde, ça approche les 100 médailles. C'est vraiment, vraiment spectaculaire qu'est-ce qu'elle a réussi à faire dans sa carrière. Mais Mathieu, moi, je t'amène du côté baseball parce que c'est bien entendu le sujet de l'heure aussi. Écoute, je sais pas si tu as observé un peu. Moi, c'est des choses qui attirent mon attention parfois, comme quand on a cette prise de vue-là du lanceur et bien sûr, il y a le receveur qui est là, le frappeur, la prise classique là, de vue au baseball, au niveau du champ. On a l'occasion de voir aussi quelques partisans qui sont dispersés derrière le marbre. Et puis, il y en a un en particulier qui s'est fait remarquer là, dans cette série-là. C'est le colonel Sanders, Mathieu, qui est apparu derrière le marbre, justement. Il y a des gens qui l'ont remarqué. Ensuite, bien évidemment, sur les médias sociaux, on s'est dit qu'est-ce que le colonel Sanders fait au match de baseball? Et puis là, il y avait toutes sortes de questions qui étaient posées par rapport à ça. Ça avait l'air du vrai dude. On pensait presque que c'était le colonel Sanders. Mais ça ne l'était pas. C'était
plutôt un employé embauché par KFC même. What? Je te jure. KFC ont embauché cette personne pour se déguiser à l'instar du colonel Sanders. Et ces partisans, donc positionnés derrière le marbre, avaient un rôle bien spécifique à jouer, Mathieu. Puis c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Apparemment qu'il y a une histoire de longue date qui implique une équipe japonaise, les Hanshin Tigers, Mathieu, qui est une équipe de baseball du Japon. Et cette équipe-là est réputée comme étant maudite ou comme si elle a une espèce de malédiction, un sortilège qui serait attribué au fait qu'elle aurait jeté une statuette du colonel Sanders à la mer à un moment donné. Je sais pas. OK. Oui. C'est ça, on pensait donc que en invitant le colonel Sanders au match, on pourrait justement peut-être provoquer quelque sorte de mythe ancien là, qui se jetterait sur le match par la suite pour justement intimider les Japonais au sein de l'équipe des Dodgers, parce qu'on sait qu'il y en a quelques-uns. Ouais. Il y a Yamamoto, il y a Ohtani qui est là, il y a Sasaki aussi qui fait partie. Technique. Ah non, j'allais dire Yu Darvish, mais je m'enligne ailleurs. Non, ça c'est ailleurs. Ouais. Mais oui, on a voulu là, justement amener une espèce de malédiction. Un peu de voodoo. Je sais pas, quelque sorte de Ça, c'est drôle. tentative là, désespérée pour justement essayer de freiner là, les ardeurs des Japonais chez les Dodgers. Écoute, l'idée est pas mauvaise. L'idée est pas mauvaise. Franchement, s'il n'y a pas de Japonais, si les Japonais sont nullifiés là, dans cette série-là, les Blue Jays ont déjà gagné. Ah ben oui. Parce que Ohtani puis Yamamoto, ils ont fait du dommage. Ouf, oui. Donc, le colonel Sanders, t'es bienvenu au match de ce soir. Absolument. Aussi, si tu veux y aller. Absolument. Ouais, on envoie l'invitation si vous êtes près de Toronto ouais. avec grand plaisir. On passe maintenant à nos 3 étoiles de la semaine pour bien terminer ce 79e épisode. Ma 3e étoile, Phil, ce sera pas très long. Regarde, Trey Savage. Yep. Le match qu'il a connu, c'est le plus grand match de la série. Ça s'est passé et Trey Savage était l'homme du match 100% de son côté. Il se mérite la 3e place sur mes étoiles de cette semaine. Yes. Moi, je vais avec Connor Bedard, Mathieu, pour ma 3e étoile, pour son premier tour du chapeau quand même dans la Ligue nationale de hockey. C'est une étape quand même à franchir, parce qu'il y a certains joueurs qui ne le feront jamais dans leur carrière. Plusieurs, peut-être la moitié. Donc, c'est spécial quand même d'aller chercher ce moment-là. Et j'étais comme, quand est-ce que ça va arriver pour Bedard? Je me disais, ça commençait à traîner un peu. Ouais. Mais finalement, le voilà avec ses premiers 3 buts dans un match. Ouais, on les aime aussi, ces buts. Frank Nazar, go. Deuxième, Phil, c'est l'Argentine. Et tu me demandes pourquoi. Okay. Parce que l'Argentine va recevoir l'aide de Lionel Messi durant la prochaine Coupe du Monde. Ça a été annoncé. Il va avoir 41 ans. Il sera en pleine forme pour participer et possiblement aider l'Argentine à remporter le trophée à nouveau. Yeah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoute, personnellement, j'aimerais que ce soit quelqu'un d'autre que l'Argentine, mais si ça arrive pour Messi, ça arrive pour Messi. Il y aura son mot à dire. Ça, c'est sûr que oui. Ça, c'est pas... Ouais. Et moi, pour ma deuxième étoile de la semaine, on a mis un voile un peu sur la planète tennis en cette fin de saison. Depuis l'Open des États-Unis, il y a encore des choses qui se passent côté tennis. C'est Masters 1000 à Paris présentement. Et Félix Auger-Aliassime, qui est toujours en lice, va disputer un match demi-finale demain. Match qui est très important pour lui parce qu'il essaie encore de se qualifier parmi les 8 joueurs qui pourraient arriver à la finale. Au final de l'ATP pour la saison. Il est tout juste derrière Lorenzo Musetti en 9e position présentement et ça lui prend la finale pour dépasser Musetti. Ce serait vraiment au fil d'arrivée, coiffé au fil d'arrivée, parce que je pense que c'est le dernier tournoi aussi. C'est le dernier tournoi où on peut justement aller chercher des points. Donc, c'est pas la première fois que Auger-Aliassime nous fait une petite remontée comme ça en fin de saison pour essayer de se qualifier de dernière minute. Il y a encore une chance de le faire. On va devoir vaincre Bublik ou Dominor. Je ne sais pas si ce résultat-là est déjà sorti, mais on lui souhaite à Auger-Aliassime quand même. Il a connu une bonne fin de saison, puis une bonne saison globalement. Aussi, quand même si j'aurais aimé qu'il soit un
petit peu plus, peut-être une petite affaire plus présente dans les grands chelems. Qu'est-ce que tu veux? On aime ça quand même. Ma première étoile, Phil, cette semaine sera Pierrot des Bertrand Houle qui sont officiellement intronisés au temple de la renommée du sport motorisé canadien. Grandement mérité, évidemment, des légendes du sport pour nous qui ont grandi avec eux. Oui. Ils seront ma première étoile cette semaine. Oui, et je confirme qu'Alexander Bublik a remporté le match face à Alex de Minaur. Donc, c'était un 6-7, 6-4, 7-5 en faveur du Bublik. Auger-Aliassime aussi, il a dû se battre là, dans ces matchs-là. Je pense qu'il a remporté ses 3 duels précédents en 3 manches, là, en perdant la première manche. Et Bublik, ça va être un problème parce qu'il a battu Fritz, etc. Donc, un joueur qui pourrait briser les rêves de Félix Auger-Aliassime. Mais bref, ça m'amène à ma première étoile qui sont simplement les Jays. OK, bon, c'est correct. Ben oui, gars. Garde. Go, Jays, go! Je me le permets là pour cette dernière semaine de baseball avant quelques mois. Donc, on espère que les Jays vont avoir leur grand moment. Ramener ça pour le Canada, comme l'ont fait les Raptors il n'y a pas si longtemps. C'est à soir, ça se passe. Et comme l'ont fait les Leafs il y a cinquantaine d'années. Bref, c'est vrai qu'on n'en parle pas de ça. C'est tout, malheureusement, pour ce 79e épisode de Dans les Gradins ou l'épisode Michael Ferland. J'espère que vous avez bien eu du plaisir ce soir. Je rappelle que vous pouvez réécouter tous ces épisodes côté audio, du côté de Spotify et de Apple Podcast et bien sûr à la chaîne 9 et 10 du côté de Rogers TV. Sur ce, on se dit bon match. Une production de Podcast MB.